la première infection? Ah, la première infection, ça c'est un problème tout à fait différent. Parce que, en général, chez un animal qui subit pour la première fois une infection par un virus donné, le sort de l'animal est décidé avant qu'il y ait des anticorps dans le sang. Alors voilà ce qui se passe. Un animal est infecté par un virus, des cellules sont détruites, il se développe des lésions dans les tissus, dans les organes, et puis de deux choses l'une, ou bien l'animal infecté meurt, et dans ce cas-là, pour nous, il n'y a aucun problème, ou bien il survit. Et alors, chez l'animal qui survit, n'est-ce pas, c'est tout de même une chose très curieuse et très intéressante, des cellules ont été détruites, il y a eu des lésions dans les tissus et dans les organes, et puis, à un moment donné, la multiplication du virus s'arrête. Et il s'agit de savoir pourquoi et comment. Pourquoi est-ce que dans certains cas, l'animal meurt? Pourquoi est-ce que dans certains cas, l'animal guérit? Pourquoi est-ce qu'il se débarrasse de son virus? Alors c'est tout le problème de la virulence qui est posé. Est-ce que ça ne peut pas être les réactions de défense naturelles de l'organisme? Eh bien, les réactions naturelles de défense de l'organisme sont de deux ordres. Les défenses spécifiques, qui sont essentiellement les anticorps, et puis les défenses non spécifiques. Et je crois, pour moi, ce sont les défenses non spécifiques qui jouent un rôle très important, capital, dans l'évolution d'une infection virale primaire, d'une primo-infection par un virus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe schématiquement? Oui, voilà un petit schéma. Vous avez ici un vaisseau sanguin et ici une cellule nerveuse, un neurone qui a été infecté par un virus. Alors, la cellule va lâcher des substances qui vont entraîner une réaction inflammatoire. Il y aura d'abord élargissement du vaisseau sanguin, diminution de la vitesse du flux sanguin. Les leucocytes vont sortir du vaisseau et se diriger vers la cellule. Ils seront attirés par des substances émises par la cellule. Alors, ces leucocytes, ces globules blancs, vont s'accumuler autour de la cellule et là, il y aura un très gros amas. L'oxygénation se fera très très mal et il y aura un état d'anaérobiose, c'est-à-dire d'absence d'oxygénation, et le métabolisme de la cellule sera anaérobie. Il y aura défermentation, il y aura production d'acide lactique qui ne sera pas évacué, il y aura production de gaz carbonique qui ne sera pas évacué non plus, et le pH, c'est-à-dire l'acidité, va baisser, le pH va baisser, il y aura une très grande acidité qui empêchera le virus de se développer. Un étouffement, en somme, une asphyxie. C'est en somme une asphyxie, oui, une asphyxie. Et alors, il y aura un autre phénomène très important, c'est que les leucocytes qui sont très tassés vont mourir, un certain nombre vont mourir, et alors ils vont lâcher des substances pyrogènes qui provoquent de la température, qui provoquent de la fièvre. Ces substances pyrogènes sont des protéines qui agissent sur le système nerveux central, qui détraquent le mécanisme de régulation, et il va y avoir de la fièvre. Et puis il y a aussi autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le métabolisme anaérobie, la fermentation, produit beaucoup de calories, il y a production de chaleur qui n'est pas évacuée, et il y aura aussi une réaction hyperthermique locale. Il y aura donc une augmentation de température locale due aux calories qui ne sont pas évacuées, et une augmentation de température générale qui est la fièvre. Est-ce qu'on peut montrer le rôle que joue la fièvre, la température, dans le développement du virus? Oui, on peut montrer le rôle que joue la température dans le développement du virus par une expérience très simple. On prend des lapins et on prend 3 lots de lapins. Les uns sont laissés à 0 degré, les autres à 20 degrés et les autres à 36 degrés. Des lapins sains ou des lapins... Des lapins sains, des lapins sains. Alors, la température rectale de ces lapins sains placés à 0 est de 38. Ceux qui sont à 20 degrés à température, disons, normale, moyenne, est de 39 degrés. Et les animaux qui sont placés à 36 degrés ont une température rectale de 40 degrés. Alors, ces lapins, ces 3 lots de lapins, on va maintenant les injecter avec le virus du myxome. Vous savez, c'est un virus très célèbre, puisque c'est avec ce virus qu'on a détruit les lapins en Australie. Virus très pathogène pour le lapin. Alors, on constate que chez les animaux placés à 0 degré, la mortalité est de 92%, elle est seulement de 63% chez les animaux laissés à 20 degrés et de 30% chez les animaux laissés à 36 degrés. Donc il y a eu une différence de température d'1 degré ici par rapport à la moyenne, et vous voyez que cette différence de température d'1 degré entraîne des différences considérables de la virulence apparente de virus, c'est-à-dire du sort de l'animal infecté. Oui, mais c'est très extraordinaire comme... C'est très extraordinaire. Et pour rendre les choses peut-être plus frappantes,
Voici ici 2 lapins qui ont été injectés avec la même dose de virus du myxome. L'un a été placé à 36 degrés et vous voyez qu'il a une petite escarre, il a l'air en très bon état, il va guérir. Et celui-là a été placé à 4 degrés. Je crois que même quelqu'un qui n'a jamais vu un lapin peut se rendre compte que cet animal ne semble pas tout à fait normal. Il est même très, très malade et il va mourir. Alors ça, c'est une expérience très frappante. Vous voyez la différence, une petite différence de température peut donc modifier l'évolution de l'infection virale. S'il y a de la fièvre, l'infection virale guérit. S'il y a un peu d'hypothermie, s'il y a une température inférieure à la normale, l'animal meurt. Ce rôle de la température, est-ce qu'on peut le comprendre au niveau de la cellule? Oui, on peut comprendre ce qui se passe. Et si on veut comprendre le rôle de la température sur l'infection virale, il faut nécessairement étudier le développement du virus dans des cellules cultivées in vitro, cultivées dans des tubes à essai. Alors ça vous représente, cette courbe représente le développement du virus de la poliomyélite, du poliovirus, à 2 températures différentes, à 37 degrés d'une part, et d'autre part à 40 degrés. Ces chiffres-là, cette échelle, ce sont des logarithmes, c'est-à-dire que ici, ça représente 100 000 particules, 1 million, 10 millions, et vous voyez qu'à 37 degrés, on a obtenu 10 millions de particules virales, alors qu'au contraire, à 40 degrés, le développement viral a été considérablement inhibé. On a environ 20 000, 30 000 particules virales. Donc, une augmentation de température chez des cellules cultivées, des cellules infectées par un virus, entraîne une diminution considérable du développement viral. Alors, si on étudie ce développement viral, le développement viral en fonction de la température, vous avez là une échelle de température, 30, 32, 34, 36, 38, 40, on constate qu'il y a une zone de développement, une zone thermique optimale, celle à laquelle, par définition, le développement viral est maximum, et puis aux températures plus basses, il y a diminution du développement, et aux températures plus élevées, il y a également diminution du développement viral. Alors, nous allons, pour le moment, être intéressés surtout par cet effet des températures supraoptimales. Vous voyez ici que quand on passe de 36 à 38 degrés 5, on a une diminution de 90% du développement viral. Ici c'est 100, ici c'est 10. Donc une petite différence de température de 2 degrés entraîne une différence considérable du développement du virus. Et quand vous dites optimal, il s'agit d'optimal pour le développement du virus et pas d'optimal pour le malade. Naturellement. Au contraire. Pour le développement du virus, nous sommes ici dans des cellules, nous avons affaire à des cellules infectées in vitro. Cet effet de la température sur le développement du virus, on peut le voir comment ça se passe, non? Oui, alors l'hypothèse la plus simple, c'est évidemment que la température élevée agit chez le lapin comme elle agit dans les cellules cultivées in vitro. Et en effet, quand on étudie la virémie, c'est-à-dire le nombre de particules virales que l'on trouve dans le sang de l'animal infecté, on constate qu'à 37 degrés, il y a très peu de virus dans le sang, alors qu'au contraire, à 3 degrés, il y a une concentration très importante de virus dans le sang. Le virus se développe beaucoup plus rapidement et l'infection dure beaucoup plus longtemps. Et à 20 degrés, on a une courbe intermédiaire. Enfin, si vous regardez ces 2 courbes, vous voyez que chez un animal à 37 degrés, il y a beaucoup moins de virus que chez un animal à 3 degrés, et cela explique la différence du sort de ces animaux placés à différentes températures. Donc on aboutit aux mêmes constatations en laboratoire et sur l'animal. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène général? Oui, il s'agit d'un phénomène très général. Voici quelques exemples. On peut faire des expériences du même type chez la souris. On place des lots de souris respectivement à 4 degrés, à 20 degrés et à 36 degrés, et on constate que leur température rectale est de 36 degrés 5 pour les souris à 4 degrés, de 38 pour les souris à 20 degrés et de 39 degrés 5 pour les souris à 36 degrés. Donc une différence de plus ou moins 1 degré 5 par rapport à la température normale de 38. Et alors si on injecte à ces souris divers virus, on constate que la mortalité sera très différente suivant la température interne de l'animal. Par exemple, avec une certaine souche de poliovirus qu'on injecte dans le cerveau, la mortalité sera de 40% à 36 degrés, de 100% à 20 degrés. Avec le vaccinia virus, le virus de la vaccine, la mortalité sera respectivement de 11%
à 36 et de 89% à 20 degrés. Et avec le virus Coxsackie, la mortalité sera de 1% à 36 degrés, de 10% à 20 degrés et de 100% à 4 degrés. Donc là encore, différence considérable suivant la température interne de l'animal. Mais il s'agit d'une constatation scientifique qui va tout à fait à l'inverse des idées reçues, puisque très souvent on parle d'abaisser la température pour guérir les maladies. Oui, l'hypothermie a été un moment à la mode, mais enfin pour ce qui concerne les virus, je crois qu'il n'en est absolument plus question. Oui, mais enfin on l'a fait, on y a cru. On y a cru, oui. Est-ce que maintenant au moins on sait que cette liaison entre la température et le développement du virus, à 1 degré près, a une telle importance? En général, on fait toujours tomber la fièvre. Donc je sais pas, si la fièvre n'est pas tombée, le reste ne peut pas remonter à la surface. C'est d'abord de prendre ma température et deuxièmement d'éviter les intempéries, de me relaxer, de me coucher et de prendre des antibiotiques s'il en est besoin. Je crois qu'on le sait, que les médecins commencent à savoir. D'ailleurs, vous savez, le bon sens populaire l'avait découvert depuis longtemps. Quand un malade avait une infection, on le mettait sous des édredons, on le faisait boire beaucoup de tisane pour le faire transpirer, augmenter la température. En somme, on revient au bon sens populaire. On revient au bon sens populaire, oui. On devrait y revenir.